Il y a tous ces gens qu'on veut écouter. Ces nouveautés qu'on veut entendre. Il y a les bruits ambiants qui camouflent. Et pour que tout demeure clair dans ce tintamarre, il y a soundsgood.ca. Écouteurs, haut-parleurs et casques d'écoute à réduction des bruits ambiants, la marque québécoise soundsgood.ca redéfinit votre expérience sonore avec ses accessoires audio sans fil de qualité à prix abordable. Visitez soundsgood.ca. De la musique aux oreilles des Québécois depuis 5 ans. Bonjour, bon mardi 20 mai, Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une, content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle longue fin de semaine, si ça a été votre cas, si vous aviez donc cette chance d'être en congé hier. Pas nécessairement du beau temps partout pour en profiter, mais quand même, une journée de congé, ça fait toujours du bien. Alors, on reprend ce matin avec, encore une fois, pas mal d'actualités et on va se tourner vers l'actualité internationale. D'abord, Vincent Maisonneuve est déjà en studio avec moi. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Parce que les dirigeants du Canada, du Royaume-Uni et de la France ont condamné hier donc les actions d'Israël, l'intensification de ces opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, disant que ce qui a été annoncé hier par le premier ministre israélien qu'on allait offrir davantage ou laisser passer davantage d'aide alimentaire, c'était nettement insuffisant. Nettement insuffisant et l'ONU qui en ajoute en disant qu'il y a des milliers d'enfants, de bébés dont la vie est menacée en raison de la famine qui sévit dans la bande de Gaza. Je vous rappelle que ça fait 2 mois que l'aide humanitaire est bloquée à l'extérieur de l'enclave. Quelques camions ont pu entrer dans les dernières heures, mais c'est largement insuffisant. On va y revenir dans les prochaines minutes. On va aussi se parler de grève à Poste Canada. Possible grève d'ici donc la fin de la semaine à partir de vendredi. Vous avez peut-être entendu que les négociations n'ont pas rien donné entre Poste Canada et les syndicats et il pourrait y avoir donc interruption de la livraison de colis du courrier. Également, Jean-Philippe Robillard va nous donner les détails, à moins bien sûr qu'il y ait une entente d'ici là. Donc, ça va faire partie du menu de l'émission. Véronique Mirand est aussi en studio. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. On va parler de la météo chez nous, mais d'abord un petit mot sur ces tornades dévastatrices, mortelles même aux États-Unis. On est dans la saison des tornades. Effectivement, on est dans la saison des tornades, mais depuis le début de l'année, il y a déjà plusieurs mois qui enregistrent un plus grand nombre de tornades que la moyenne. C'est frappant. Au mois de mars et avril, on parle de 300 rapports de tornades. En mars, la normale, c'est 80 aux États-Unis et 351 en avril. La normale, c'est 155. Donc oui, c'est vrai que c'est le mois de mai qui est le plus actif pour les tornades aux États-Unis. On est présentement environ à la moitié du mois, 144 rapports de tornades préliminaires en date du 18 mai. La moyenne, 276. Donc, ça risque d'être un mois assez fidèle à son habitude. Aujourd'hui, le potentiel de temps violent est encore présent aux États-Unis, mais va diminuer d'un cran comparativement aux derniers jours. Ça va se transposer un petit peu plus à l'est aussi. Donc, saison des tornades très active. Au Québec, on en a eu une confirmée, 29 avril. On attend une confirmation pour la deuxième qui aurait peut-être eu lieu en Montérégie en fin de semaine, secteur d'Orwick, mais ce n'est pas confirmé encore pour le moment. Ouais, et cette masse d'air, en tout cas ce froid qui est arrivé au cours des derniers jours, s'accroche? S'accroche et, en fait d'année plusieurs, je dirais, avec la semaine estivale qu'on a connue, le contraste est quand même relativement frappant. Alors, 13 à 15 degrés aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'hier. Il a fait 11 à Montréal. Donc, on y va comme ça. On gagnera quelques degrés. Voilà. Plutôt nuageux. C'est pas impossible qu'il y ait quelques gouttes ce matin, mais pas grand-chose comme précipitation. Les gens de l'Outaouais, il y aura des éclaircies, secteur plus à l'ouest également. Mais sinon, ça reste quand même assez gris. L'Estrie, on a de la bruine qui va traîner. Québec aussi. Donc, des températures de 13 à 15 dans la grisaille. La nuit prochaine, 6 à 9 degrés, mais 3 en Estrie, avec une possibilité de gel au sol par endroit. Demain, ce sera plutôt nuageux aussi. On a une probabilité d'averse de 40 16-18 demain, un petit peu plus doux, sauf que ça redescend jeudi autour de 13-14 avec encore quelques averses. À quand le beau temps? Possiblement dimanche.
et les températures qui reviendront près des valeurs de saison. Ça veut dire la vingtaine de degrés dimanche aussi. Par la suite, ça ira mieux, au moins on gardera les normales. Alors, du côté des autres secteurs, l'Abitibi sera un petit peu plus choyé aujourd'hui. Je dirais un ciel en mélange soleil-nuage, une quinzaine de degrés, mais tout l'est du Québec, c'est nuageux, c'est venteux, c'est pluvieux, pas tout le temps, mais de façon intermittente. Quelques éclaircies possibles vers la Gaspésie et la Côte-Nord. C'est du 10 à 13 degrés sans pluie. Il y a des brouillards ce matin. Territoire ontarien fait plutôt beau, portion nord et centre. Ottawa, on a beaucoup de nuages. 14, c'est le maximum. Quelques éclaircies dans ça. Dans l'ouest, les averses devraient cesser à Vancouver. Il y aura éclaircies en fin de journée. La quinzaine de degrés. 14-15 aussi pour Edmonton, Calgary. C'est pas si intense comme précipitation, mais on a quand même des risques d'orage qui perdurent là, cet après-midi. Une pluie intermittente et de la fraîcheur sur le sud de la Saskatchewan. On ne dépassera pas 8 degrés. Et 14 à Winnipeg, sous un couvert nuageux. Et dans l'ouest aussi, on retrouvera la vingtaine de degrés vers la fin de la semaine. Donc, une petite grisaille là, qui n'est pas trop appréciée pour cette période-ci de l'année, je dirais. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là pour parler sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, commençons par le tennis. Les qualifications sont en cours. C'est en prévision du tournoi de Roland-Garros. Oui, effectivement, Roland-Garros, deuxième tournoi majeur de la saison qui se déroulera sur terre battue. Et plusieurs Canadiens ou Canadiennes y participent pour tenter de se qualifier pour les tableaux principaux. C'était le cas, entre autres, de Bianca Andreescu, qui a fait des débuts remarqués hier lors de ce match de premier tour contre la Chinoise Jinjin Yao. Victoire en 2 manches très expéditive, 6-0, 6-0. C'est assez rare lorsqu'un match est à sens unique comme celui-là. Et donc, c'est de bon augure pour Bianca Andreescu qui, tranquillement, retrouve ses marques sur le terrain après ses longs mois de blessure. Elle aura comme prochain adversaire au 2e tour des qualifications. Il y en a 3 pour se qualifier pour les tableaux principaux. Elle aura comme prochain adversaire la japonaise Nao Ibino, qui est 200e joueuse mondiale. Et sinon, toujours chez les femmes, il y a Marina Stausic et Carson Brandstein qui ont aussi remporté leur match de premier tour et donc qui passeront au tour suivant pour tenter justement cette qualification. Et chez les hommes, c'est Alexis Galarneau hier qui était en action, seul homme en action. Et malheureusement pour lui, ça s'est terminé face au Français Matteo Martino en 3 manches. On va parler de hockey. Ce sera évidemment cette finale dans la LPHF, mais ce qui retient l'attention aussi, ce sont les détails entourant l'expansion, donc l'arrivée, on le sait, de 2 nouvelles équipes dans l'Ouest, Vancouver et Seattle. Oui, effectivement, on a fait ça donc à la veille. On a communiqué ça à la veille de ce premier match de cette finale de la LPHF qui aura lieu ce soir à 19h entre le Frost du Minnesota et la Charge d'Ottawa. On a donné quelques détails justement sur cette expansion de ces 2 équipes. On parle entre autres de joueuses protégées. Chaque équipe qui sont déjà présentes dans la Ligue, donc les 6 équipes, on peut dire originales de la LPHF, auront droit de protéger 3 joueuses. On a donné la date d'ailleurs du repêchage d'expansion. Ce sera le 9 juin. Et là, Seattle et Vancouver pourront y sélectionner des joueurs pour se former une équipe de 12 joueuses. Et par la suite, il y aura aussi le repêchage de la LPHF. Donc, déjà des détails qui nous permettront de voir et de questionner peut-être les équipes sur leurs intentions. Quelles joueuses seront protégées? Qui pourraient changer d'adresse? C'est une première expansion pour la LPHF. Donc, il y a beaucoup de nouveaux. Et les joueuses apprendront à vivre aussi avec ces transactions. Il y en a très peu comparativement au circuit professionnel masculin comme la LNH. Donc là, il y aura des changements d'adresse, changement de coéquipière aussi. Et donc, ça va rebrasser les cartes et peut-être changer un peu les habitudes des joueuses qui participent déjà à cette LPHF. Oui, tout un changement. Quand on est dans l'Est, parce que les équipes sont dans l'Est, et là qu'on s'en va justement à Vancouver ou Seattle, ça change une vie, disons-le comme ça. De très beau marché, mais effectivement, plus de déplacements. Oui, voilà. OK, au championnat du monde de hockey, petite surprise, le Canada battu par la Finlande. Oui, une courte victoire de 2-1 en prolongation. C'est Eli Tolvanen qui a marqué le but de la victoire en prolongation. Et donc, le Canada qui subit une première défaite en 6 matchs. Ils avaient été parfaits jusqu'à présent. Donc, une défaite comme celle-là fait que le Canada est au 2e rang de son groupe, le groupe A, derrière la Suède. Et d'ailleurs, dernier match de ce tour préliminaire, c'est aujourd'hui entre le Canada et la Suède. Donc, ce match sera déterminant pour le classement. C'est pas une question de savoir si le Canada passera au tour éliminatoire, mais surtout quelle position il pourra avoir et est-ce qu'il pourrait avoir un adversaire un peu moins aguerri pour le premier tour de ce tour éliminatoire. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
C'est toute la question de l'aide humanitaire qui soulève beaucoup de questions dans la bande de Gaza. On atteint des niveaux, cette crise humanitaire qui atteint des niveaux extrêmement préoccupants. Des camions qui transportent de la nourriture, des médicaments également bloqués depuis 2 mois à l'extérieur de l'enclave. Il y a eu quelques camions, moins d'une dizaine, nous dit-on, qui ont pu entrer ces dernières heures, mais c'est largement insuffisant pour les besoins. Vincent, donc l'ONU tire la sonnette d'alarme. Déclaration commune, je le disais au début de l'émission, France, Angleterre, Canada, qui demande à Israël de cesser son offensive. Donc, une pression internationale qui monte sur le premier ministre Netanyahou. Oui, surtout depuis que Benjamin Netanyahou a affirmé hier vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza. D'ailleurs, les bombardements se sont accentués dans les dernières heures. Selon les secouristes palestiniens, au moins 38 personnes sont mortes dans ce qu'ils qualifient d'être une série de bombardements très intenses qui ont frappé l'enclave en l'espace de seulement une trentaine de minutes. Donc, vous avez le président français Emmanuel Macron, les premiers ministres britanniques Keir Starmer et canadien Mark Carney qui ont prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions scandaleuses, et je cite, du gouvernement israélien à Gaza. Ils s'opposent fermement à l'extension des opérations militaires israéliennes à Gaza. Les 3 dirigeants dénoncent aussi le fait que l'aide humanitaire ne puisse pas entrer dans l'enclave depuis 2 mois. Keir Starmer, Mark Carney et Emmanuel Macron condamnent aussi la menace d'un déplacement forcé des civils. Ils reconnaissent le droit à Israël de se défendre contre le terrorisme. Ils demandent au Hamas de libérer immédiatement les derniers otages. Les 3 dirigeants estiment par contre que l'escalade menée par les autorités israéliennes est maintenant complètement disproportionnée. Je vais vous laisser entendre le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, décrire la situation dans l'enclave. Il était à l'antenne de France Inter il y a seulement quelques minutes à peine. Elle est insoutenable parce que la violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Et que cela doit cesser parce que chacun s'en rend compte, c'est une atteinte profonde à la dignité de la personne humaine, c'est une violation absolue de toutes les règles du droit international et c'est contraire à la sécurité d'Israël, à laquelle la France est attachée, parce que qui sème la violence récolte la violence. Il y a quelques camions qui transportent de la nourriture pour bébés qui ont pu entrer donc au cours des dernières heures dans la bande de Gaza. Le problème, selon l'ONU, c'est que c'est largement insuffisant. La BBC vient tout juste de s'entretenir avec le sous-secrétaire général de l'ONU, Tom Fletcher, qui a la responsabilité de coordonner l'aide. Et son constat est extrêmement alarmant, lui aussi. D'abord, les camions qui ont pu entrer sont toujours coincés de l'autre côté de la frontière. Les enfants qui souffrent de la famine n'ont pas eu accès à la nourriture encore. Le sous-secrétaire général de l'ONU, Tom Fletcher, supplie les autorités israéliennes de laisser passer les camions immédiatement, car selon lui, l'heure est très, très grave. You know, let me describe what is on those trucks. This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. This is not food that Hamas are going to steal. La nourriture contenue dans ces camions, c'est de la nourriture pour bébés, dit-il. Il y a 14 000 bébés qui vont mourir d'ici 2 jours si la nourriture ne leur est pas acheminée. Ce n'est pas de la nourriture pour le Hamas, dit Tom Fletcher de l'ONU, c'est de la nourriture que le Hamas va voler. Et c'est d'ailleurs la crainte de certains membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou, cette crainte que les camions puissent être détournés pour ravitailler les militants du Hamas. Bon, le premier ministre israélien a néanmoins reconnu qu'une famine dans la bande de Gaza n'est pas souhaitée, que des camions pourront rentrer dans l'enclave, mais l'ONU parle d'un besoin minimal d'une centaine de camions chaque jour pour venir en aide à la population. Merci Vincent. Je vous en prie. C'est Nicolas Pelletier que je retrouve ce matin à la revue de presse depuis notre studio à Ottawa. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. On va commencer à parler en parlant de ce sommet des ministres des Finances du G7 qui s'ouvre aujourd'hui à Banff. Oui, en préparation du sommet officiel à Kananaskis en juin, ça vise à donner le ton et à éclairer certaines décisions économiques qui vont être prises par les leaders mondiaux dans quelques semaines, nous explique Radio-Canada. D'autant plus important, souligne un politologue, là, parce qu'il s'agit de la première réunion en personne des ministres des Finances du G7 depuis
depuis l'élection de l'administration Trump en novembre, la première depuis qu'on a un nouveau premier ministre au Canada. C'est François-Philippe Champagne, à titre de ministre des Finances, qui va assurer la présidence de cette rencontre à Banff. Mais il y a un économiste qui souligne que les grandes lignes directrices viendront logiquement de son patron, Mark Carney, et il y a peu de doute sur le fait qu'il sera question des tarifs douaniers. C'est une occasion, ça, pour le Canada de coordonner les autres pays du G7 qui ne sont pas les États-Unis. Question de développer un front commun dans les négociations. Et le National Post titre à sa une que les enjeux économiques sont considérables, que les ministres des Finances arrivent à Banff dans l'idée de contrer une potentielle récession mondiale. Reste à savoir quelle place auront d'autres questions, certaines urgentes, là, comme la guerre en Ukraine ou l'aide humanitaire à Gaza. La rencontre aura lieu jusqu'à jeudi. Le G7, lui, c'est du 15 au 17 juin. Les Québécois ne veulent plus de la taxe carbone. C'est en une du Journal de Montréal. Exact. Selon un sondage léger, plus de la moitié des 1051 répondants ont affirmé vouloir que le Québec mette fin à son système de tarification carbone, contre le quart environ des répondants qui voudraient le maintenir. À peu près les mêmes proportions, Mathieu, de répondants se disent en faveur de la relance d'un projet de pipeline reliant l'ouest à l'est du Canada. Et surtout, il y a plus du 2/3 des Québécois sondés qui voudraient que la part de la taxe carbone, si elle reste et qui représente environ 10 cents le litre, soit clairement indiquée sur la facture à la pompe. Le journal en profite pour titrer que les Québécois sont pompés contre la taxe carbone et se demandent où finissent tous les fonds récoltés, parfois trop souvent à l'étranger, souligne le quotidien. Le sondage a été mené entre le 9 et le 11 mai en ligne. En une de la presse, il y a un dossier sur les dons de charité qui servent à financer des organismes religieux à l'étranger. Oui, depuis 5 ans, le Canada s'est privé de plus de 700 millions de dollars de fonds publics qui ont servi donc au financement d'organismes religieux, et ce, à l'étranger. L'enquête de la presse révèle que les principaux bénéficiaires sont surtout aux États-Unis, mais aussi en Israël et en Inde, des pays avec qui le Canada a eu des inimitiés ces dernières années. Les fonds aboutissent parfois dans les coffres d'organisations religieuses conservatrices pro-Trump, et les recherches des journalistes ont même démontré que quelques transferts en Israël, sous des motifs religieux ou autres, avaient pour but de favoriser la colonisation de territoires occupés ou de soutenir l'armée israélienne. Alors la presse, elle a obtenu ces informations en analysant pas moins de 65 000 dons, ceux versés à l'étranger en 2019 et 2023. C'est recensé sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Et ça totalise près de 2 milliards de dollars en 5 ans, tous ces dons-là. Et c'est un montant qui surprend la professeure de fiscalité à l'Université du Québec en Outaouais, Brigitte Alpin, qui se demande si les contribuables sont d'accord avec cette forme de subvention des mouvements religieux étrangers. À lire donc dossier de la presse de ce matin. Et puis, on va parler finalement de l'Espagne qui s'attaque aux locations de type Airbnb. En demandant au site de bloquer plus de 65 000 annonces sur sa plateforme pour violation des règles de location touristique. Alors, il y a bon nombre des annonces qui ne se conformaient pas aux exigences administratives, par exemple. Mais surtout, Mathieu, l'Espagne est confrontée à une crise du logement qui a incité le gouvernement donc à prendre ces mesures contre les sociétés de location de courte durée. La Associated Press nous explique que ces derniers mois, il y a des dizaines de milliers d'Espagnols qui sont sortis dans la rue pour protester contre la hausse des coûts du logement et des loyers. Et pour beaucoup d'Espagnols, la prolifération de ces locations de vacances sur des plateformes comme Airbnb, à Madrid, à Barcelone, dans d'autres villes touristiques aussi, c'est la raison principale. Et Airbnb a annoncé son intention de faire appel de la décision en disant que l'Espagne a utilisé une méthode fourre-tout pour identifier les locations à bloquer. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler ensemble de Poste Canada, les 55 000 employés de la société qui menacent de débrayer dès vendredi. Le syndicat a remis un préavis de grève à Poste Canada. On sait qu'on a vécu ce débrayage d'un mois juste avant les fêtes qui s'est terminé par un retour forcé, une prolongation de la convention collective. On voulait permettre aux deux parties de conclure un accord, production également d'un rapport d'une commission d'enquête. Finalement, les partis ne s'entendent toujours pas. Oui, malgré les 5 mois de plus, Mathieu, que le gouvernement fédéral leur a donné pour s'entendre, pour négocier, pour parvenir à une entente, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours l'impasse et c'est jeudi
que se termine cette période de prolongation là, que vient à échéance leur convention collective, là, c'est-à-dire le 22 mai. Le syndicat, Mathieu, il affirme qu'il a donné un préavis de grève de 72 heures pour dénoncer le fait notamment que Poste Canada pourrait modifier, semble-t-il, selon le syndicat, les conditions de travail, mais également les avantages sociaux des employés dès la fin de la convention collective, là, c'est-à-dire jeudi. Le syndicat qui dénonce aussi la façon dont se déroulent les négociations depuis plusieurs mois et qui dénonce également le rapport dont vous avez parlé tantôt, là, qui recommande en fait notamment de mettre fin à la livraison quotidienne de courrier à domicile, là, c'est-à-dire d'ajouter des boîtes communautaires postales là, un peu partout au pays. On écoute Yannick Scott du syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes. Le préavis a été émis pour 2 raisons. La première, parce que la société nous a émis la semaine dernière un avis qu'il pourrait modifier les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, ainsi que suspendre les assurances dentaires, la vue et médicaments à partir de jeudi. Donc, ça explique. Et la deuxième, il faut se rappeler qu'en décembre, le Conseil canadien des relations industrielles avait mis une pause sur la grève. Donc, c'est de s'assurer que nous conservons notre droit de grève qui nous est garanti par la Charte des droits et libertés. Oui, et ce qui est au cœur du litige, là, on l'a entendu, il y a bien sûr les avantages sociaux, les conditions de travail, les salaires, comme dans la plupart des conflits de travail là, qu'on vit depuis presque 1 an. Mais ce qui est surtout au cœur du litige, ça c'est important, c'est l'avenir de Poste Canada. Dans le fond, c'est son modèle d'affaires. Oui, effectivement. Et donc, le rapport Kaplan, le rapport auquel vous faisiez allusion, donne certaines pistes, mais les parties ne s'entendent pas effectivement à ce sujet-là. On est comme resté pris à la case départ, finalement. Oui, c'est comme si c'était le statu quo. Hein? C'est comme si on se retrouvait, Mathieu, au même endroit qu'avant la période des fêtes. Et ce serait tout ça parce que les deux parties, dans le fond, restent campées dans leurs positions. Des positions qui semblent, pour le moment, irréconciliables, selon Marc Ranger, qui est l'ancien directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de véritable négociation, c'est difficile. Maintenant, le syndicat avait énormément de demandes. C'est que dès le départ, le syndicat, à mon avis, n'a pas tenu compte de la situation précaire de Poste Canada. S'il fallait qu'il y ait un autre conflit, beaucoup de clients vont dire c'est terminé maintenant, et des gros joueurs. Et ça va faire mal. Oui, donc un nouveau conflit de travail, bien sûr, ça va perturber, Mathieu, on s'en doute bien, la livraison du courrier partout au pays. Ce que nous dit Poste Canada, c'est que les chèques de prestations sociales pour le mois de mai pourraient être livrés ou seront livrés, avant le début possible de cette grève, donc vendredi. Poste Canada qui affirme que c'est une grève qui pourrait aggraver davantage sa situation financière. Oui, on l'a vu juste avant les fêtes avec cette grève, ou en tout cas cet arrêt de travail d'1 mois. Il y a eu beaucoup d'impact pour les petites, pour les moyennes entreprises, effectivement. Donc, à suivre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne journée. C'est effectivement un des dossiers qu'on va suivre au cours des prochains jours, la situation à Poste Canada. Sinon, aujourd'hui, et Nicolas nous en parlait, sommet des ministres des Finances des pays du G7. La situation humanitaire à Gaza également va faire partie de ce que l'on va surveiller. Et on va avoir des chiffres de Statistique Canada un peu plus tard ce matin sur l'indice des prix à la consommation, l'inflation pour le mois d'avril. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Il y a tous ces gens qu'on veut écouter. Ces nouveautés qu'on veut entendre. Il y a les bruits ambiants qui camouflent. Et pour que tout demeure clair dans ce tintamarre, il y a soundsgood.ca. Écouteurs, haut-parleurs et casques d'écoute à réduction des bruits ambiants, la marque québécoise soundsgood.ca redéfinit votre expérience sonore avec ses accessoires audio sans fil de qualité à prix abordable. Visitez soundsgood.ca. De la musique aux oreilles des Québécois depuis 5 ans.